Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Chers amis de Radio Courtoisie, je suis ravi de vous retrouver. Je suis particulièrement bien entouré de Gabriel Fourquet. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir Romain, ça va et vous ? Ça va, Xavier Aimant. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef de la revue Éléments, et Gabriel Pignès, rédacteur également chez Éléments et spécialiste des États-Unis d'Amérique, entre autres. Nous en parlerons tout à l'heure. Ça fait partie des sujets que je souhaitais aborder dans cette émission du libre journal Vive la civilisation européenne. Nous commencerons par évoquer l'assassinat par un groupuscule d'extrême gauche de Quentin. Vous avez certainement dû suivre cette affaire. Alors, en prenant un peu de hauteur, quel enseignement on peut tirer de ce drame ? Nous allons essayer de décrypter tout ça, sachant que le procureur a parlé tout à l'heure à 15h. Nous aurons bien sûr quelques suggestions musicales proposées non pas par Pierre Le Prince, qui était pris par des contingences familiales, mais par moi et le reste de l'équipe. Nous aborderons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la conférence de Munich sur la sécurité qui se tenait les 3 derniers jours pour parler de l'Europe, des États-Unis et de l'ordre mondial ou de ce qu'il en reste. Nous évoquerons un sujet un peu plus léger, ce qu'on a nommé le naufrage de l'industrie musicale française. Ça nous a été largement inspiré par le résultat des victoires de la musique. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Enfin, si nous avons du temps, ce qui est fort peu probable, nous pourrons aborder un des thèmes qui est à la une de l'excellente revue Éléments, le thème de l'État, sujet tout à fait intéressant, qui est abordé avec beaucoup de hauteur, d'équilibre, de mesure et j'ai envie de dire de sagesse par la revue Éléments. Donc j'espère que nous aurons le temps d'aller jusque-là avant de finir, et la tradition le veut, par la boussole artistique de Gabriel Fourquet, avec un détour évidemment par Autour d'un verre, notre petite chronique poétique. Voilà, le programme est annoncé. Donc Quentin, 23 ans, étudiant nationaliste venu protéger les militantes de Némésis lors d'une manifestation contre la conférence de Rima Hassan, députée LFI à Sciences Po Lyon. Quentin a été donc assassiné, pris dans un guet-apens, chose qui a été confirmée par le procureur de la République lors d'une conférence de presse ce jour même à 15h. Il a donc été attrapé, pris par des antifas cagoulés, donc réunis et armés avec, semble-t-il, des armes par destination. Il a été déclaré donc mort cérébrale le 14 février, c'était samedi. Alors, aujourd'hui, la situation est un peu ubuesque, puisque Internet étant ce qu'il est, beaucoup des personnes ont pu être finalement quasiment identifiées avec des recoupements assez simples et logiques faits par les internautes, chose qui visiblement n'a pas été fait par la police, puisque au bout de 72 heures, il n'y a toujours pas eu d'interpellation. Donc c'est assez surprenant. Donc on peut tout à fait comprendre que la police ne veuille pas se précipiter ou tout simplement suivre des rumeurs qui peuvent circuler. On sait à quel point ça peut même être néfaste. Simplement, on est tout de même face à une situation quand même un peu particulière. Donc est-ce que ça s'explique ? Est-ce que vous connaissez ici autour de ce plateau des affaires judiciaires de ce type, similaire, où il y a autant de temps pour que la justice et la police passent à l'action ? Alors oui, il y a eu des précédents. Le temps de la police et le temps de la justice n'est pas non plus le temps des réseaux sociaux. Ça, il faut quand même le rappeler. Il faut aussi se méfier de ce qu'on y lit. Il peut y avoir des choses vraies comme des choses fausses, et c'est aussi le travail de la police de faire les choses aussi le mieux possible pour éviter ensuite d'avoir également des problèmes de procédure ou autres, et il vaut mieux une enquête bien menée, bien ficelée, que après faire les choses trop rapidement. Alors évidemment, on est un peu étonné
de la lenteur de ces arrestations. Ceci dit, encore une fois, il vaut mieux, à mon avis, que la police prenne son temps et puisse avoir des arguments et des éléments concrets solides, plutôt qu'en effet des dénonciations sur Internet qui sont parfois très hâtives. Je vois passer des noms, même des adresses, etc. sur les réseaux sociaux. Je trouve ça même un peu inquiétant. La justice des réseaux sociaux, il faut quand même s'en méfier, même si évidemment tout le monde attend que les choses s'accélèrent et que au moins certains présumés coupables soient arrêtés, bien entendu. Voilà. Mais après, il faut pas non plus, encore une fois, hein, c'est très important de rappeler que voilà, les réseaux sociaux sont une chose, la réalité de la justice et la police en sont une autre, et ne pas s'exciter trop, ne pas appeler. Je vois passer des messages qui appellent à des voilà, si la police s'en occupe pas, d'autres s'en occuperont. Je pense pas que ça serve à grand chose. Ça rentre dans un contexte de déni de démocratie en France, de déni d'expression, et également d'une forte répression des idées de type identitaire, nationaliste, et il y a aussi entre guillemets, ce deux poids deux mesures qui fait penser qu'il est possible en quelques heures d'interpeller des gens, puisque c'est le cas de beaucoup de militants identitaires et nationalistes qui ne font pas l'objet d'un telle lenteur et d'un tel laxisme. Je pense que ça vient aussi de là. Il y a une forme de ras-le-bol. Ah bah bien sûr que ça peut nourrir ce sentiment, d'autant plus que apparemment l'un des suspects est fils de magistrat, donc on peut là aussi avoir commencé à avoir des interprétations à dire peut-être qu'il est plus protégé que s'il était le fils du boulanger du coin. Donc évidemment, ça nourrit toutes ces idées, tous ces sentiments un peu d'injustice. C'est pour ça... Fils de magistrat, et donc dans les personnes qui sont pour le moment jetées à la vindicte publique qu'est Internet, il y aurait donc parmi les assaillants, donc dans les antifas, en fait des rejetons de la grande bourgeoisie de gauche qui a comme toujours. Voilà des places importantes à la direction des affaires internationales de la ville de Lyon, dans le cinéma, dans la production cinématographique, donc dans la justice, etc. Donc on avait déjà cette image d'Épinal de ce que pouvaient être les antifas. Ça serait visiblement en partie confirmé. Gabriel Pignès, vous voulez intervenir? Je vous voyais... C'est la même chose avec les Black... C'est la même chose avec les Black Blocs il y a quelques années. Hein. On avait eu les profils dans la presse qui avaient fuité. C'était tous des fils de la haute bourgeoisie parisienne, des gens qui étaient issus des grandes écoles. C'était absolument pas des enfants des quartiers populaires. Hein. Alors, ça arrive ce drame arrive dans un contexte quand même particulier, puisqu'on peut voir la façon dont c'est commenté à la radio, dans la télé publique, comme un retour de la violence. Dans les faits, il me semble que dernier assassinat d'une personne de droite par des antifas, ça doit remonter à Yann Laurence à les années 2000. Il y a peut-être des cas que j'ai oubliés ou que je ne connais pas. Et dans un contexte de très très forte dépolitisation de la société. C'est-à-dire que, grosso modo, l'intérêt pour la chose publique, pour la chose politique, pour le vote, donc dans sa manifestation notamment, chute d'année en année. Les gens se détournent de la vie publique et politique pour se concentrer sur leur consommation quotidienne ou tout simplement par dégoût la vie de leur famille. Et là, on a cette image d'extrême politisation jusqu'à la violence. Est-ce que c'est réellement un signe? Est-ce que ça symbolise réellement quelque chose? Ou est-ce que c'est finalement en décalage? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Il faut rappeler que la violence politique, elle n'est pas apparue ces dernières années. Hein. La violence politique, elle existe depuis
quasiment l'origine de la politique, si je puis dire. Elle a connu des phases plus ou moins denses et plus ou moins extrêmes, mais des assassinats politiques, des luttes politiques qui conduisent à la mort d'un membre d'un camp ou de l'autre. Ça a quand même rythmé la vie politique française pendant des années. Donc c'est pas une nouveauté particulièrement. Ce qui peut être une nouveauté, c'est c'est que c'est en lien, cette violence politique, enfin selon moi en tout cas, elle est quand même en lien avec une politique partiellement institutionnelle. C'est qu'avant, elle restait l'apanage de marges qui étaient rejetées par l'ensemble de la classe politique. Là, on voit quand même qu'il y a des liens entre ces activistes violents et des partis institutionnels importants qui pourraient même être dans un scénario cauchemardesque aux portes du pouvoir. Et ça, c'est un petit peu particulier. Ça, c'est peut-être une nouveauté par rapport aux années précédentes. Après, il y a aussi un autre phénomène. Je veux pas du tout diluer, loin s'en faut, la responsabilité des antifas dans ce drame, en l'inscrivant dans la violence générale de la société. Mais il est vrai qu'on peut pas non plus ignorer que ce crime s'inscrit dans un ensauvagement de plus en plus important de notre société, dans une sorte de néo-barbarie que l'on croyait... Le fait notamment de taper dans la tête, comme on le voit régulièrement dans... Voilà, ça c'est quelque chose qui est absolument choquant, mais par exemple, si vous vous intéressez depuis quelques années au mouvement hooligan, au mouvement proche des stades, des ultras du stade, et des branches de ce mouvement hooligan qui sont plus ou moins politisées, voilà, qui sont à la limite de la politique et du hooliganisme. Ce genre de vidéos, vous en voyez très régulièrement, des vidéos de lynchage avec ces fameux coups de pied à la tête. Alors, Dieu merci, ça ne finit pas toujours par des morts, mais potentiellement, ça le pourrait. Là, il y a quand même une nouveauté. Et je pense que c'est ça qui fait de cet assassinat quand même tout de même un tournant dans la vie politique française. Le LFI a reconnu qu'il était allié avec la Jeune Garde, donc fondée par Raphaël Arnaud, qui est député LFI d'Avignon, et qui s'était fixé comme objectif de faire un mouvement antifa unitaire, justement, d'arrêter cette rupture entre l'antifascisme de rue violent et un antifascisme d'université intellectuelle, mais de réunir les deux dans un anti... Et il semble, entre guillemets, avoir réussi, puisque LFI reconnaît la Jeune Garde comme une forme d'avant-garde et finalement comme une sorte de service d'ordre. Et d'ailleurs, les antifas interviennent quasiment comme un service d'ordre de la manifestation LFI qui avait lieu à Lyon. C'est quand même une nouveauté, c'est pas des hooligans qui s'affrontent dans la forêt. Oui, non, mais tout à fait. Et notamment, Jean-Luc Mélenchon, dans ses discours, a toujours entretenu de très bons rapports avec les antifas, avec les mouvements antifas et notamment la Jeune Garde. Il a même encouragé ses militants à défiler derrière la bannière de la Jeune Garde quand la Jeune Garde était dans le collimateur du ministère de l'Intérieur pour être interdite. Donc la proximité, elle est évidente. Il peut pas la nier aujourd'hui parce que c'est ce qu'il fait, je crois. Hein. Non, justement. Non, il assume encore, oui. Sa prise de parole hier entretient une ambiguïté qui est très embêtante aujourd'hui pour l'extrême gauche qui est mise en cause, qui est qu'il a commencé son discours en utilisant le mot « nous ». Nous sommes attaqués, c'est nous qui sommes lynchés, c'est nous qui sommes, etc. Et il appelle ces militants de la Jeune Garde qui se sentent apparemment en danger, ils craignent les représailles, à rester unis et à se protéger les uns les autres puisque c'est eux qui seraient attaqués. Il utilise le « nous » à plusieurs reprises et c'est même très étonnant parce que ça va à l'encontre de la déclaration de Rima Hassan 24 heures plus tôt. Rima Hassan s'était positionnée assez vite après le drame en disant que son service d'ordre, puisque vous en parlez, n'avait rien à voir avec la Jeune Garde et que les jeunes militants antifascistes qui étaient présents n'étaient pas là à sa demande. À l'inverse, Jean-Luc Mélenchon vient leur dire qu'ils appartiennent au même camp et donc ce sont les mêmes personnes. Donc aujourd'hui,
LFI entretient une ligne très très floue entre est-ce que c'est une garde officielle, et dans ces cas-là, ça veut dire que le parti est concerné, sachant que lui-même a appelé de ses propres mots à avoir des actions, je cite, impactantes contre l'extrême droite, ou savoir si c'est une action organisée par la Jeune Garde en tant qu'organisation en propre, en marge d'un rassemblement LFI. Et dans ces cas-là, ça dédouanerait plus ou moins la politique officielle. Mais on pourrait reprocher plus ou moins la même chose, ou utiliser le même argument vis-à-vis de la prise de parole de Marion Maréchal hier, pendant le rassemblement. Elle était présente en soulevant la question des gardes à vue et en parlant au nom du même camp que le camp de la victime. Mmh. Donc il y a une limite très très floue entre les convictions partagées des différents camps politiques, institutionnels et organisationnels et la responsabilité des uns et des autres. Et juridiquement, ça va être un sujet. Oui, alors il faudrait pour ça savoir, il faudrait que la police mette la main sur les assassins. Donc il y a un auditeur qui s'offusque, qui nous dit la police connaît très bien ces milieux et ceux qui participent à ces violences Antifa. C'est très choquant qu'en 72 heures, il n'y ait eu aucune garde à vue, sachant qu'aujourd'hui, la police se permet de mettre en garde à vue des innocents dans d'autres affaires. Donc voilà, c'est cet auditeur qui est choqué et troublé, je pense, comme vraiment beaucoup de gens. Et l'intervention très fébrile du procureur cet après-midi, à mon avis, n'a rassuré personne et va alimenter la machine à fantasme, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que plus le temps passe, plus on peut se dire que ces gens ont le temps d'effacer des preuves, de se construire des alibis bidons, voire d'organiser une fuite, même si les fuites improvisées comme ça réussit quand même assez rarement. C'est un peu un fantasme de film policier, mais oui, ça. Plus le temps passe et plus les gens se poseront à juste titre des questions. Donc il faut qu'il se passe quelque chose dans les heures qui viennent, là, bien sûr. Et ça renforcera le manque de confiance croissant de la population vis-à-vis de la justice française. Parce que le sujet, il va impacter ça. C'est aussi un bon test pour le grand amour de la droite pour la police, puisque la police est avec nous, la police est de notre côté. On va voir là si elle est en effet sur un sujet aussi sensible, aussi dramatique. Elle va au moins mettre toutes ses compétences et toute sa réactivité à agir, parce que c'est bien beau que les gens aiment la police pour un tas de raisons, mais on voudrait bien qu'elle nous montre de temps en temps qu'elle peut être aussi efficace pas pour la justice, pas pour notre camp en l'occurrence, mais pour la justice de façon générale et pas soumise uniquement aux ordres qu'elle reçoit peut-être de sa hiérarchie ou de la hiérarchie politique. Alors ça se passe, et on finira dessus, dans un contexte où il y a en France, et comme encore dans pas mal de pays de l'Europe occidentale, un magistère moral de la gauche dans la justice, justement, avec quasiment une prime aux coupables face aux assassins, aux victimes qui sont systématiquement abandonnées. Dans l'université, rappelons que cette algarade s'est passée à proximité d'une université qui est... Algarade, je pense qu'il faut dire ce lynchage. Lynchage. Algarade donne l'idée de Rix que reprend la gauche. Le lynchage, alors il y a eu des bagarres et un lynchage. En tout cas, alors bien sûr, le lynchage d'un innocent, ça se passe dans un cadre universitaire où il est très difficile d'exprimer des voix dissidentes de celles de la gauche qui tient le truc. Et les médias, on l'a vu là dans les 24 heures, les experts de pacotille trustent, excusez-moi pour l'anglicisme, les plateaux, pour parler de la violence d'extrême droite alors qu'un jeune nationaliste vient de se faire assassiner. Donc on voit bien que c'est une espèce de mainmise sur un certain nombre d'institutions qui créent ce climat et qui crée cette possibilité. Gabriel Pignès. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de dire. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui me choque depuis déjà des années, parce que je connais bien les milieux militants parisiens. J'ai déjà été militant depuis maintenant plus de 10 ans. C'est le niveau de mensonge de la gauche et de l'extrême gauche au sujet des violences sur les campus universitaires et autour. Il y a un niveau d'accusation
d'inversion accusatoire qui est absolument délirant. Sur des cas que parfois je connais très bien, j'ai vu la cocarde étudiante se faire accuser d'absolument tout et n'importe quoi quand ce sont des gauchistes qui provoquent l'agression. Moi, je voudrais évoquer le témoignage d'Edouard Bina, qui est le président actuel de la cocarde et qui a été à Sciences Po Lyon plusieurs années et qui a fait un tweet qui a été retweeté plus de 4000 fois. Qui a été énormément vu. Je pense qu'il il va participer à faire bouger les choses. Et je vois aussi une prise de conscience de la part des élus plus institutionnels, du Rassemblement national par exemple, qui cette fois ont fait bloc pour défendre le jeune Quentin et accuser la gauche. Si on lit ce tweet, on voit très clairement à travers ce témoignage que la jeune garde et notamment le Jacques Elie qui fait partie des principaux accusés, s'adonne à du harcèlement sur les militants de droite à Sciences Po Lyon et ailleurs, à partir du moment où ils peuvent avoir, par exemple, un drapeau français sur leur sac. Dans ce cas-là, c'est menace de mort. Ils peuvent vous attendre à la sortie des cours. C'est une ambiance qui est absolument délétère, dont tout le monde se fiche complètement parce que dont le doyen, dont le recteur, personne. Tout le monde le sait. Oui. Tout le monde le sait et il n'y a jamais rien qui change. Et je pense que c'est le moment où il ne faudra plus jamais les lâcher. Et je vois de la part de certains élus cette volonté de ne plus jamais lâcher la gauche, les mensonges de l'extrême gauche, LFI à l'Assemblée nationale sur ce sujet des violences. Et j'espère que cette prise de conscience sera salutaire et que Quentin ne sera pas mort en vain. Oui, on sent un déclic, je suis d'accord avec vous et espérons que ce soit dans le bon sens. La mainmise de la gauche sur l'université est effectivement un sujet que nous dénonçons depuis des années. Il y a quand même un silence dont personne parle peu et qui est assez assourdissant, je trouve. L'université où étudiait Quentin n'a rien dit. Nous sommes lundi matin. On peut entendre que les circonstances nécessitent beaucoup de précautions. Mais il n'empêche que ce matin, les étudiants sont rentrés à l'université et un de leurs camarades de classe est mort. Ils auraient au moins pu avoir une parole officielle et ni le recteur de l'université, ni même les représentants de l'éducation supérieure dans la région Rhône-Alpes ne se sont exprimés. Et c'est un petit peu embêtant pour l'image justement que ça donne d'une université dite neutre. Oui. Il y a une gêne générale. Alors, oui, un dernier mot. Juste avant de vous céder la parole, je rappelle qu'il y a un certain nombre de rassemblements partout en France. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous pouvez répondre à l'appel de Gabrielle Pignès qui nous dit c'est le moment de pousser, il y a une forme de déclic dans la population, chez les élus, mais que la population se manifeste aussi en soutien, en solidarité avec la famille de Quentin et pour que ça cesse. Oui, je voulais juste dire qu'il y a quelque chose qui, à mon avis, il faut pas écarter non plus. C'est quand même la responsabilité du discours antifasciste, de la logorrhée antifasciste que l'on subit depuis des dizaines d'années, et qui démonise une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire les militants patriotes et nationalistes, qui les criminalise, qui les compare à des personnages historiques abominables, qui les renvoie aux heures les plus sombres de notre histoire, et qui donc entretient cette idée que, en fait, ce sont des gens qui sont hors l'humanité. Or, les gens hors l'humanité, on peut s'en débarrasser. On peut s'en débarrasser par tous les moyens. Et donc, on a en face de nous des gens qui nous considèrent comme étant incarnation d'un mal démoniaque quasiment, et donc on peut utiliser tous les moyens contre nous. Ça, il faut bien en avoir conscience, et c'est très important de rappeler que ce discours-là, malheureusement, il est porté par énormément de gens sur le spectre politique, allant quasiment de la droite à la gauche. C'est-à-dire qu'à force d'avoir fait de ce mot fasciste totalement vidé de tout sens doctrinal ou idéologique le symbole du mal et de Satan, on autorise des gens à se prendre pour des résistants de la 45e heure qui ont l'impression, en lynchant un pauvre gamin innocent, d'être les Jean Moulin de 2026. Et ça, tous les gens qui relayent et qui encore aujourd'hui utilisent le terme fasciste pour dire méchant, tueur, assassin, etc., dans tous les sens du terme, participent à ce glissement sémantique qui permet tous les excès par la suite. Alors, chers amis, je vais vous présenter une première respiration, pause musicale. C'est grand bonheur, mon noble père, de vous revoir si plein de vie, de retour sur vos nobles terres, devant vos fières compagnies.
C'est Excalibur, l'une des chansons les plus épiques et théâtrales de William Sheller. Elle est sortie en 1989 sur l'album Le Nouveau Monde. C'est un titre très atypique que je vous propose de la discographie de Sheller, qui est habituellement connu pour ses compositions plus intimistes. Ici, il se lance dans une grande fresque médiévale, quasiment de l'heroic fantasy, avec une orchestration très ample, des cuivres puissants, des cordes majestueuses et une ambiance presque cinématographique. Certains critiques musicaux de l'époque parlant même de la première toile de maître sonorisée. Si plein de vie, de retour sur vos nobles terres, devant vos fières compagnies. Après ces longues années de guerre, le ciel est témoin qu'aujourd'hui, c'est grande joie pour la ville entière d'ouvrir ses portes à grand bruit. Sont venues misère et longues nuits, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Sont partis nos frères, nos ennemis, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Il a fallu tant de terre pour y creuser tant de lits, que des montagnes entières ne nous ont pas suffi. Mais il vous fallait tant de pierres pour faire des églises jolies, où l'on chantait votre lumière, où nous nous sentions si petits. Dans la forêt de vos bannières souffle un bon vent claquant de vie. Le soleil brûle vos gants de fer, c'est un grand jour que celui-ci. Mais permettez, mon noble père, que je vous laisse à tout ceci. La route est longue jusqu'aux frontières, je devrais voyager de nuit. Sont venues misère et longues nuits, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Sont partis nos frères, nos ennemis, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Je m'en vais porter en terre, au fond de notre vieux pays. Diane la douce aux cheveux clairs, dont je ne sais trouver l'oubli. Elle dormira comme en prière, du plus beau marbre que l'on vit, sous la plus belle des lumières de vos églises si jolies.
sorti nos frères, nos ennemis. Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris. Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni. Il a fallu tant de terre pour y creuser tant de lits, que des montagnes entières ne nous ont pas suffi. Mais il vous fallait tant de pierres pour faire des églises jolies, où l'on chantait votre lumière, où nous nous sentions si petits. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, se tenait ces 3 derniers jours le Munich Security Conference, donc la conférence de sécurité de Munich, qui est une réunion informelle, hein, c'est un peu comme Davos, c'est le Davos de la sécurité, qui réunit des gens triés sur le volet. Alors, on se souvient l'année dernière du discours de J.D. Vance, qui avait fait grand bruit. On est plus ou moins dans la continuité, c'est-à-dire que les États-Unis continuent à expliquer aux Européens ce qu'ils doivent faire, en gros, à tenir un discours « Réveillez-vous », notamment à nous donner des leçons sur le grand remplacement qui fait tant de mal à notre continent. Nous avons vu aussi une certaine forme d'accélération dans la fracture, dans la rupture transatlantique, et surtout ont été mis sur la table les conflits actuels comme en Ukraine, mais aussi les menaces, ce qu'ils appellent les menaces hybrides, sur la souveraineté technologique, l'IA qui se développe et qui devient finalement un péril de plus en plus difficile à maîtriser, même pour les États. Gabriel Pignès a suivi ça de près. Est-ce que on peut, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, essayer d'extraire la substantifique moelle de ces 3 jours et des grands enjeux ou des grandes décisions qui ont été prises ? Alors, moi, j'ai suivi principalement les discours des Américains, dans les discours du secrétaire d'État Marco Rubio. Secrétaire d'État, c'est l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères en France. Et Delbridge Colby, ça a été moins commenté, qui est le sous-secrétaire à la guerre, et qui a fait un discours très intéressant sur l'avenir de l'OTAN, et ce qui réclame des alliés européens. Donc, je me suis plutôt focalisé là-dessus. Il y a la question du nucléaire aussi en toile de fond, et des futurs traités de non-prolifération qui doivent être renouvelés entre notamment Russie et États-Unis. Donc ça, ce sera aussi une des questions bientôt à venir. La question, ce sont juste des questions qui ont été posées ou déjà il y a des... C'est du débat. D'accord. C'est vraiment un forum de sécurité, une conférence de sécurité avec les principaux acteurs des 2 côtés de l'Atlantique et des experts des think tanks aussi qui sont là pour réseauter. Il y a aussi des gouverneurs d'États américains. Il y a le gouverneur de Californie qui était là, celle du Michigan, donc... C'est aussi des diplomaties informelles, puisqu'il y a des gouverneurs d'États importants aux États-Unis peuvent mener des diplomaties informelles parallèles sur les quelques compétences qu'ils peuvent avoir. Alors, est-ce qu'il y a une forme de réorganisation, de nouvel ordre mondial qui se dessine ? On a vu que Trump appelait à une forme de recentrage sur son précaré américain. Est-ce que ça se traduit dans les faits de cette diplomatie informelle de la réunion de Munich ? Alors, oui, tout à fait. Alors, il faut distinguer le temps long des États-Unis depuis au moins Barack Obama, c'est-à-dire depuis au moins 2008, qui tendent, et vraiment le discours de Trump lui-même, parce que les médias ont tendance à se focaliser sur Trump et d'en faire un fou, un narcissique. Bon, c'est tentant. Voilà. Il y a un côté de ça, mais ils se focalisent sur telle ou telle déclaration, ils ne se rendent pas compte qu'il y a quand même des perspectives de temps long qui sont... il y a une continuité. Voilà. Donc depuis au moins 2008, les États-Unis veulent se rééquilibrer vers l'Asie-Pacifique. C'est ce que Barack Obama a appelé le pivot vers l'Asie. Et donc se désengager le plus possible progressivement de l'Europe. À l'époque, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine.
Et c'était la tendance que suivaient les États-Unis. Donc on a vu vraiment ce niveau, durant les 2 mandats Obama, cette redistribution des forces vers l'Asie-Pacifique, qui a été poursuivie par Donald Trump ensuite en 2016 à 2020. Et ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine qui a empêché ce mouvement de se poursuivre. Et on a eu, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, la volonté de reprendre ce mouvement, mais aussi de sortir on va dire, de cette focalisation sur la guerre en Ukraine pour aborder des questions de civilisation beaucoup plus profondes, notamment la question de l'immigration, qui a été abordée de manière très frontale par J.D. Vance et qui a été réabordée à nouveau par Marco Rubio. Donc c'est pas spécialement un discours différent, c'est un discours sur le fond. C'est un discours qui est sur le fond et assez proche. Donc il y a quand même un front uni dans l'administration américaine, malgré les suspicions de rivalité entre Vance et Rubio. Et si on regarde le document de sécurité stratégique nationale qui a été diffusé début décembre 2025, on voit complètement cette volonté de se redistribuer à la fois vers l'Asie, mais aussi surtout vers ce qu'ils appelaient l'hémisphère occidental, Western Hemisphere. C'est-à-dire une sorte de réactivation de la doctrine Monroe qui date du 19e siècle pour faire du continent américain un précaré. Mais c'est à nouveau à comprendre dans le cadre de la rivalité avec la Chine, puisque c'est ça le sujet à long terme des États-Unis, c'est la rivalité avec la Chine, beaucoup moins avec la Russie. La Russie ne menace pas directement les États-Unis, elle menace les pays d'Europe orientale, voilà, qui sont dans son entourage proche, mais pas spécialement les États-Unis. La Chine, beaucoup plus. La Chine est une menace géopolitique beaucoup plus importante. Or, la Chine menace les chaînes d'approvisionnement en armement stratégique des États-Unis à l'échelle mondiale. Les États-Unis ont des chaînes de valeur distribuées aux 4 coins du globe. Donc, cette idée de réactiver cette doctrine Monroe pour avoir un précaré sur le sol américain, c'est une volonté d'avoir un précaré à soi continental, une sorte de sphère d'influence dans le cadre d'une compétition de grande puissance, plus du tout une compétition idéologique, mais une compétition de puissance pure, avec un précaré où les États-Unis doivent avoir une hégémonie totale, expulser la Chine et la Russie du sol du continent américain pour avoir une souveraineté totale à partir de chaînes de production, chaînes d'approvisionnement, voilà, qui seraient sur le continent américain, avec en ligne de mire la question de l'immigration, pour pouvoir fixer les populations latino-américaines sur leur propre sol. Alors j'avais 2 questions. Nous avons vu les Français, donc par la voix d'Emmanuel Macron, les Allemands par celle de Friedrich Merz, finalement prendre acte de ce désengagement des États-Unis d'Amérique en Europe en appelant à un renforcement de la base industrielle et technologique de la défense européenne et la volonté de garantir la liberté des Européens par un renouveau de la puissance européenne. Tous les deux ont fait ces grandes déclarations, mais tous les deux ont dit tout en restant dans l'OTAN. Est-ce que c'est pas paradoxal, l'OTAN étant dirigée par les États-Unis d'Amérique? Comment on arrive à faire ce funambulisme finalement? Alors, il faut regarder le discours de Elbridge Colby, donc qui est le sous-secrétaire à la guerre, qui est un vrai intello. C'est plus intello que le secrétaire à la guerre Pete Hegseth, qui a des tatouages, bon, vous voyez qui c'est. Colby est beaucoup plus intéressant. Il a mené un autre discours qui était moins commenté en France, en parallèle du discours du secrétaire d'État Marco Rubio, où il a posé une histoire de l'OTAN, avec les différentes périodes de l'OTAN, et il appelle à revenir à un OTAN qui serait avec des responsabilités beaucoup plus fortes pour les Européens. Donc l'article 5 de l'OTAN a été maintenu, en tout cas dans le discours. Vous savez, cet article 5 qui impliquerait que les États-Unis entreraient en guerre si jamais un allié de l'OTAN est attaqué par un pays externe. Donc ça a été dit formellement, c'était attendu par les alliés européens d'avoir une verbalisation que l'article 5 comptait toujours. Et effectivement, les États-Unis aimeraient qu'il y ait un partage de fardeau et un transfert de fardeau beaucoup plus important, progressivement, mais dans ce cas-là, il faut que les Européens s'arment. Et c'est là que le bas blesse pour nous, c'est que un petit peu trop souvent, ça veut dire acheter du matériel américain.
Donc en réalité, on finit par être quand même encore plus des États clients si nos budgets de la défense montent à 5%, mais que ces 5% servent à acheter du matériel américain. Donc là, c'est quand même un gros problème, puisque ça risquerait de nous rendre encore plus dépendants. D'autant plus que là, si les États-Unis ont lâché 2 bases, une en Italie et une au Royaume-Uni, je crois. C'est en Italie, je crois, où il y a le plus de bases américaines en Europe. Oui, ça c'est le pays le plus atlantiste d'Europe, je crois, avec le Danemark et le Royaume-Uni. Mais, qui ont été récompensés au Groenland. Très bien récompensés, oui. Mais en revanche, il garde les commandements, on va dire, régionaux, maritimes, voilà, qui permettent d'avoir de mener la stratégie en fait globale. Donc il reste quand même au-dessus. Et tout l'enjeu pour les Européens, c'est certes de s'armer un petit peu plus, mais de s'armer avec de l'armement européen. Et donc il y a une industrie européenne d'armement à reconstruire. Il y a des filières comme ça à créer ex nihilo avec il faut recréer des capacités de... Donc pour vous, ces déclarations sont sincères? Ah oui, je pense que ces déclarations sont sincères. Et je pense qu'elles sont même plutôt sincères sur un plan bipartisan. Et ça, c'est très, très important parce qu'il y a une telle polarisation aux États-Unis que gauche et droite ne s'entendent plus sur grand-chose. Mais sur le plan stratégique, il y a quand même quelques sujets qui sont bipartisans. La menace chinoise, mais aussi la volonté de se désengager progressivement de l'Europe. Je parlais des Européens, de Merz et de Macron. Ils sont sincères dans leur volonté de retrouver de l'indépendance, de la liberté, de la puissance ou c'est juste des déclarations théâtrales Mais je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on entend par liberté, parce que si... c'est celle d'avoir la possibilité de se défendre seul. Bien sûr, mais se défendre contre qui, contre quoi? Parce que pour les Européens, pour des libéraux comme Merz et Macron, il s'agit de se défendre contre la dictature de Poutine. Se défendre contre la dictature de Poutine, ça peut se faire en achetant du matériel américain à la démocratie américaine. C'est open bar, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a vraiment une vision stratégique de long terme pour rendre notre continent plus indépendant en se débarrassant à terme, en se découplant des États-Unis? C'est ça, découplant. Voilà, c'est le mot, c'est le même mot que les États-Unis emploient pour la Chine. Ils aimeraient se découpler de la Chine. Nous, on a envie de se découpler des États-Unis. Là, il y a beaucoup moins de volonté. On voit que la Belgique a encore acheté des F-35. Il faut très très concrètement, dès maintenant, prendre des décisions qui vont avoir un impact sur les décennies à venir en refusant comme ça ces contrats de court terme et en choisissant de s'armer en Europe. Alors, il y a une autre question qui m'intéresse et je céderai la parole ensuite à Xavier Aimant et Gabriel Fouquet. Ça fait 2 années de suite que le ministre des Affaires étrangères américain tense les Européens concernant leur politique d'immigration, en disant vous faites n'importe quoi, vous ne vous rendez pas compte du danger que vous courez. Est-ce que sur ce plan-là, il y a une réponse ou est-ce que c'est comme dans nos... c'est comme, on va dire, dans les débats domestiques où ils enfument la population en ne faisant rien du tout, ou est-ce que là, ils sont sommés, dans ces réunions informelles comme Munich, de répondre aux Américains qui leur disent l'immigration, attention? Malheureusement, je pense que c'est la partie qui offusque le plus les Européens. On avait vu les réactions horrifiées, et encore dans la presse, si on regarde encore ce qu'ils pensent du discours de J.D. Vance de début 2025 à la conférence de Munich, tout le monde est horrifié à l'idée qu'on puisse considérer que l'immigration soit un sujet stratégique, un sujet plus important à long terme que l'attaque de la Russie en Ukraine. Donc je pense qu'au contraire, ça braque aussi les Européens. Mais je note un espoir, je note que Hillary Clinton, cette sale horreur, a reconnu que l'immigration avait été trop élevée aux États-Unis et qu'elle est devenue beaucoup trop clivante et que c'est un sujet qui participe à diviser la société. Donc ça, au moins, si des gens comme ça peuvent prendre conscience que l'immigration non européenne est une catastrophe, peut-être que certaines élites libérales vont finir par se rendre compte, mais sans doute trop tard. Xavier Aimant? Oui, moi j'ai lu aussi pas mal des déclarations des différents intervenants de cette conférence. Moi, il m'a semblé qu'au niveau européen, il y avait en fait 2 tendances qui se dessinaient. Une tendance qui justement voulait profiter du désengagement américain pour se dire, ben voilà, c'est le moment de se renforcer, de prendre l'autonomie européenne. Donc c'est plutôt, on va dire, la France, l'Allemagne.
et à côté de ça, des pays qui sont terrorisés par le désengagement des États-Unis, parce qu'ils se disent, nous, on va se retrouver complètement démunis et en situation de ne pas être défendus. Sans garantie. Sans garantie sur la défense. Donc, un peu l'Italie, qui en est fait très atlantiste pour plein de raisons. L'Espagne également. Donc, l'Europe m'a pas paru unie dans sa volonté par rapport de relations avec les États-Unis. Je pense qu'il y en a encore qui espèrent toujours rester sous le parapluie américain. Après, ce que Gabriel a très bien dit, l'urgence, c'est en effet de déjà mettre en place, si on veut aller vers une vraie autonomie et une indépendance et une Europe puissance, c'est la priorité européenne. Il est aberrant que des pays européens puissent acheter encore du matériel et des avions en partie, américains, qui peuvent être en partie contrôlés par le vendeur, par les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire on peut même pas l'utiliser comme bon nous semble. Qui crée une leste de dépendance très forte. Il y a une question d'un auditeur, Gabriel. Tout à fait. Un auditeur se demande, il observe que les Américains, en poussant l'Europe à se réarmer, alors que notre dette est énorme, font la même chose que ce qu'ils ont fait pour l'Union soviétique, c'est-à-dire accélérer notre faillite pour renforcer leur contrôle. Est-ce que vous êtes plutôt de cet avis ou non, messieurs ? Sur la dette, comme un levier de... Alors, je pense que quand ils veulent nous refiler l'Ukraine dans l'Union européenne, là, je pense qu'au contraire, justement, là, ils s'en lavent les mains et ils ont une arrière-pensée que ça peut faire exploser l'Union européenne. En tout cas, dans l'administration américaine actuelle. Là, sur la dette. Mais sur l'armement, non, je pense pas. Bon, je pense que l'Europe a quand même les moyens de se réarmer. Et cette menace de la dette permanente, on pourrait également en discuter. Le pays le plus endetté du monde, c'est quand même les États-Unis. Oui. Donc ils arrivent très bien à s'armer et à se surarmer. Non, je suis pas inquiet. On trouve déjà, si on utilisait les milliards qu'on distribue à droite à gauche pour l'armement plutôt que pour l'Ukraine ou pour d'autres sujets, déjà on pourrait déjà avancer dans ce domaine sans forcément accroître excessivement le déficit. Alors vous avez, Gabriel disait que sur les accusations des États-Unis d'Amérique concernant l'immigration, les dirigeants européens s'en lavaient les mains, parce qu'ils veulent rester évidemment toujours dans le camp du bien, et ils ne veulent pas céder aux sirènes du fascisme. Donc, et malheureusement, il n'y a pas de réponse. Et il y a même eu Kaja Kallas, la haute représentante de l'UE, qui est estonienne, c'est ça, je crois, il me semble, estonienne, qui a même fait un discours rejetant le narratif qui s'installerait dans les têtes d'une Europe woke et décadente qui aurait besoin d'être sauvée par les Russes, sauvée par les États-Unis d'Amérique. Et elle a donc essayé de déconstruire ce discours d'une Europe faible qui serait proie à tout au wokisme et à tout ce que ça engendre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez suivi ? C'est moins de la géopolitique, mais la morale imprègne tellement les relations entre les pays que ce n'est absolument pas anodin. Est-ce que vous avez suivi cela ? Oui, alors j'ai remarqué d'ailleurs, si on peut en revenir à ce document de sécurité stratégique nationale qui a été publié par l'administration Trump en décembre 2025, il y a quelque chose de très important, c'est vraiment un document très intéressant parce qu'il est assez idéologisé, c'est pas un document technique. Il faisait vraiment le lien entre les sujets sociétaux de civilisation avec une tonalité conservatrice, par exemple la santé des familles, la stabilité des familles, des communautés, l'immigration massive et des questions stratégiques. La priorité stratégique pour eux, c'est mettre fin à ce qu'ils appellent l'ère des migrations. Donc ils font vraiment le lien. L'administration Trump 2 et probablement la droite américaine pour les années à venir fait le lien entre des préoccupations stratégiques et géopolitiques et on va dire la santé vitale des peuples sur le plan interne. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez important parce que ça veut dire qu'ils c'est un discours tout à fait nouveau et original qu'on n'entend pas que ce soit à l'ONU ou que ce soit à Munich. Très bien. Écoutez, chers amis, nous allons passer à la deuxième pause musicale. Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards et ceci définit notre présence humaine. Vous avez trouvé ? TFN ?
Non. Présence humaine est le titre d'un album musical atypique et unique dans la carrière de Michel Houellebecq. Ah, Michel Houellebecq, Présence humaine, exact. Sorti en 2000 sur le label Tricatel, cet album marque la seule incursion sérieuse de l'écrivain dans la musique. Il s'agit d'un disque où Houellebecq récite d'ailleurs un peu plus qu'il ne chante, mais c'est la mode. Du slam. C'est presque du slam. Ses propres poèmes arrangés donc par le directeur du label Bertrand Burgala, des poèmes donc qui viennent de La poursuite du bonheur, son recueil de 1991 entre autres, et c'est une esthétique musicale qui s'inspire un peu du rock des années 70 avec une ambiance mélancolique, parfois lofi, très désenchantée, voire quasi nihiliste comme les Houellebecq, mais que je trouve intéressant, qui était assez passé inaperçu lors de sa sortie et qui aujourd'hui est considéré comme un disque culte. Donc je vous fais découvrir Présence humaine de Michel Houellebecq. Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. Nos vêtements trop larges abritent des chairs grises, à peu près immobile dans la fin de journée. Notre âme minuscule, à demi condamnée, s'agite entre les plis et puis s'immobilise. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de 12. Leur vie était très limitée. Nous avons existé, telle est notre légende. Certains de nos désirs ont construit cette ville. Nous avons combattu des puissances hostiles. Puis nos bras amaigris ont lâché les commandes. Et nous avons flotté loin de tous les possibles. La vie s'est refroidie, la vie nous a laissés. Nous contemplons nos corps, à demi effacés. Dans le silence émergent quelques datas sensibles. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de 12. Leur vie était très limitée. Nous sommes réunis, nos derniers mots s'éteignent, la mer a disparu. Une dernière fois, quelques amants s'étreignent, le paysage est nu. Au-dessus de nos corps glissent les ondes hertziennes, elles font le tour du monde. Nos corps sont presque froids. Il faut que la mort vienne, la mort douce et profonde. Bientôt les êtres humains s'enfuiront hors du monde. Alors s'établira le dialogue des machines. Et l'informationnel remplira, triomphant, le cadavre vidé de la structure divine. Puis il fonctionnera jusqu'à la fin des temps.
Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de 12. Leur vie était très limitée. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste. Dis-moi pourquoi je reste. Avec mauvais garçon. Mais il dit qu'il m'aime. Faut que j'arrête. On me dit qu'il faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête de voir mauvais garçon. Mais il me dit qu'il m'aime. C'est formidable. C'est la meilleure chanson originale des Victoires de la musique 2026. Je vous le fais découvrir en musique. C'est moi le pantin. Un jour sur deux, il est mignon. Un jour sur deux, il est pire qu'un mauvais garçon, jour les tire. Et moi, j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher, et plus je cours. Mais moi, je reste. Dis-moi pourquoi je reste. Avec mon mauvais garçon. Tchoukou. Lui, il veut tchoukou. Lui, dans la caisse juste à l'arrière pour qu'on fait tchoukou. Lui, il veut tchoukou. Lui, il veut tchoukou. Lui, dans la caisse juste à l'arrière pour qu'on fait tchoukou. Lui, il veut. Alors, là, c'est la révélation féminine, révélation scène, meilleure création audiovisuelle. C'est Théodora, qu'on va écouter en musique une fois de plus. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joue pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiac qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joue pas. Voilà, chers amis, donc c'était par ces deux petits clins d'œil musicaux que nous voulions vous faire profiter de la qualité de la production musicale française qui a su s'auto-célébrer grâce au prix de la victoire. Nous ne souhaitions pas vous laisser plus longtemps dans l'ombre, dans l'aveuglement et dans la surdité. Vous pouvez remercier le Libre Journal de vous les avoir fait découvrir. Nous reviendrons bien sûr à l'occasion d'une autre émission sur l'industrie musicale, sur aussi ce qu'on pourrait appeler l'art caché, c'est-à-dire les musiques que l'on n'entend pas forcément dans ce type de manifestation. C'est pas évident parce que ce son-là écrase tout sur son passage. Chers amis, il est temps de retrouver Gabriel Fouquet, qui est déjà avec nous, pour interpréter les poèmes de Frédéric de Saint-Ciox. C'est Autour d'un verre. Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du Libre Journal Vive la civilisation européenne. Mamie, ma douce, où s'en est donc allé le calme? Où ont fui les espoirs détournés de la palme? Dès que nous fûmes trois, qu'en naquit notre clan, nos cheveux se paraient d'un aspect grisonnant. Brusquement, votre voix se mit à bourdonner, et comme un vieux garçon, surpris à compasser, je m'insurge du bruit du vacarme incessant, condamnant le silence et perçant mes tympans. Je me vois faible face à mon impatience et regrette à jamais nos instants d'insouciance. Pourquoi notre enfant crie, pleure indéfiniment quand il a tout pour lui, l'amour de ses parents? Mon système nerveux fatigue, sans qu'aucun avenir se dessine en un flegme olympien. Notre fils me fait être un homme que je hais, irritable et nerveux, abattu sans délai. Quand va-t-il s'arrêter de hurler sans vergogne? Les crises semblables à des poupées gigognes affectent notre coupe ébranlée et l'abîment. Et je vois la façon dont cela nous déprime. Nous voilà transformés en monstres et en furies, prêts à vivre en Érèbe auprès des Irénies. Romain, rapprochez-vous et lisez dans mes yeux comme je vous comprends et ne juge en ces lieux vos aveux, vos avis, votre air de componction, votre désir de quiétude et de libération. Je ne peux expliquer le comportement fou d'un enfant turbulent, insensible au redoux. Pardonnez-moi, Romain, ces mots sont amphigouriques. C'est que diantre, je suis devenue hystérique. Je ne reconnais point cet être galactique. Dois-je observer un rite apotropaïque? Je me sens démunie et complètement folle, et me raccroche à la sagesse des corolles.
La fleur épanouie se dévoile, impassible face à l'excitation de roquets irascibles. Allons-nous donc finir comme des égrotants, rageants, fumants, pestants, aboyants, écumants ? Oh, quel suc vénéneux ai-je donc englouti pour battre votre cœur comme un linge terni, lorsque la patience me quitte et me transforme en une pieuvre immonde, acariâtre et difforme, ne sachant que cracher une encre obscure et dense pour mieux se protéger contre son impuissance. Je sais que je vous fais payer mon infortune. Sur vous, je me défoule et je vous importune. Comprenez-vous un mot de ce galimatia ? Ce que vous me confiez n'est point du charabia. Vous dites vrai, mais j'ai également mes torts. Car le bruit pousse dans un horrible inconfort. Tâchons de ne plonger dans un silence yémal. Conversons, laissons choir l'émotion lacrymale. Érigeons notre couple au-dessus des tempêtes. Le vent suivra son cours en épargnant nos têtes. Vous êtes, mon ami, la plus chère à mes yeux. Recouvrons cette osmose habitée de nous deux. La nuit est sombre et froide à l'illustre inconnu qui ne prend pas le temps d'observer sa tenue. Le reflet irisé de vague opalescence, dans le noir et distinct, là vit la nitescence. C'était le poème L'épreuve de Frédéric de Cinquiaux. Je pense que cela parlera à tous les parents qui sont passés par les cris des enfants, par la difficulté à maintenir cette osmose, cette harmonie dans le couple au moment où les cris déchirent notre quotidien. C'est dit avec beaucoup de poésie par Frédéric de Cinquiaux que nous embrassons et que nous saluons. Alors, chers amis, je crois qu'il y a des questions qui vont arriver. Non, pas de questions. Nous allons pouvoir passer à un autre thème que je souhaitais aborder, celui de l'État, qui est à la une de l'excellente revue Éléments. Xavier Aimant, en quelques mots, quels étaient les grands sujets de ce numéro qui vient de paraître ? Alors c'est le numéro 218 d'Éléments, la revue pour la civilisation européenne, qui est actuellement dans tous les bons kiosques, avec en couverture Mathieu Bock-Côté, le journaliste et chroniqueur québécois conservateur, auquel François Bousquet consacre un grand portrait. Alors les thèmes abordés sont très divers, comme toujours dans la revue. Vous avez un article que je trouve assez fondamental d'Alain de Benoît sur la question du judéo-christianisme, qui remet en question ce terme très à la mode actuellement et qui démontre que nous sommes bien davantage helléno-chrétiens que judéo-chrétiens. Vous avez, alors je dis ça un peu à la volée, parce qu'il y a 98 pages très riches, mais il y a vous trouverez un article de Bernard Lugan sur l'universalisme contre les peuples, qui parle des conséquences notamment de la colonisation sur la situation des États européens actuels. Une entrevue de Michel Onfray qui nous explique qu'il préfère Proudhon à Marx. Un article également sur le coup d'état des juges, un sujet récurrent dans nos colonnes. Et également un article écrit par un habitué de Radio Courtoisie, François de Voyer, qui est patron d'émission sur Radio Courtoisie et qui se penche sur le phénomène Nicolas qui paye, vous savez, cette figure du trentenaire français de souche qui doit payer pour les boomers et pour les immigrés. Et avec donc un grand dossier. Et voilà, et avec sur le dossier, central sur l'État. Qui est quand même rarement abordé. Si on peut résumer, je pense que beaucoup de nos auditeurs en ont ras-le-bol d'un État qui les taxe, qui les oppresse, une espèce de machine d'appareil technocratique déracinée et finalement qui a détruit un certain nombre de corps intermédiaires qui, d'une certaine façon, faisaient tampon et permettaient à la société d'avoir une sorte de développement un peu plus organique. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec des individus esseulés face à un État tout-puissant. C'est de la situation qu'on peut se faire de l'État, qui dans le même temps, pour ses grandes fonctions régaliennes, a tendance un petit peu à déserter ses missions, que sont l'école, la défense, etc., voire même à nier l'historicité et la base, on va dire, ethno-culturelle du pays, l'État étant aujourd'hui un des outils qui permet le grand remplacement, qui participe du grand effacement de notre culture. Donc, bilan, somme toute,
assez médiocre pour l'État, et pour autant, Élément dit attention, on ne peut pas tomber dans un autre travers qui serait celui finalement soit des libertariens, soit des anarchistes qui pensent qu'une société sans État est possible. Vous tentez à travers ce dossier, je ne sais pas, puisque je ne l'ai lu qu'en partie, si vous arrivez à trouver finalement une voie médiane, une voie pleine de sagesse, comme vous, Xavier Aimant. Eh bien, écoutez, chaque lecteur pourra juger si on arrive à une conclusion satisfaisante. Toujours est-il qu'on essaie en effet déjà de poser les différents paradigmes du problème. En effet, l'État est critiqué considérablement aujourd'hui, très largement à juste titre, et notre dossier cherche en effet à échapper à la dichotomie tronçonneuse ou État obèse qui intervient dans tous les niveaux. Donc moins d'État ou trop d'État, Milei ou le socialisme par exemple. Voilà, pour résumer un petit peu caricaturalement les positions généralement sur ce sujet. Donc la première question qui se posait, c'est déjà de définir ce qu'est l'État. Qu'est-ce qu'un État? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Ça, c'est une travail qui se charge de cette définition, de définir quels sont les différents types d'États qui peuvent exister. Et ensuite, en effet, voir ce qui ne fonctionne pas dans l'État, pourquoi ça ne fonctionne pas et comment ça pourrait fonctionner, justement, là, nous, mieux fonctionner. C'est vrai qu'on est habitué à l'État français, un État relativement fort. Il existe d'autres pays avec un État, mais un peu plus en retrait, un peu plus absent. Enfin, oui, les histoires nationales expliquent beaucoup la nature diverse de l'État. En Italie, l'État n'est pas le même qu'en France, l'État n'est pas le même qu'en Allemagne, etc., etc. On est assez concentré dans ce dossier sur le cas le cas français principalement. L'idée, vous l'avez dit, c'est en fait l'État a remplacé des communautés organiques qui faisaient vivre la société sans avoir besoin justement de ce jacobinisme ou ce centralisme étatique. Mais le fait est que ces communautés n'existent plus. Alors on peut le regretter, et c'est d'ailleurs, je pense, notre cas très largement autour de cette... mais le regretter, ça ne les recrée pas, malheureusement. Et avant de les recréer, il faudra du temps. Et donc là, je vais parler plutôt de mon article un peu sur ce sujet, parce que c'est évidemment ce que je connais le mieux du dossier. Mon idée était de dire qu'en attendant cette reconstruction, l'État restait quand même le moindre mal pour l'organisation sociale et sociétale d'une nation. Par exemple ? Par exemple, c'est le dernier barrage entre l'individu et le marché. Qui est-ce qui peut maintenir des... alors évidemment, dans la situation actuelle, ça va un peu faire sourire les gens, mais un minimum de sécurité, c'est l'État. Qui est-ce qui impose des réglementations économiques, des salaires minimums à un patronat qui, dans le passé, a montré qu'il ne le faisait pas de sa propre volonté? C'est l'État. Voilà, l'État reste un garde-fou minimal, selon moi en tout cas, face à l'ensauvagement du monde et à la guerre de tous contre tous que serait un État libertarien pur. Alors que dites-vous à ceux qui, justement, dénoncent un État qui fait la guerre à son propre peuple en ne lui assurant pas la sécurité, en le remplaçant, en créant les conditions de sa disparition? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, le marché, le système de la marchandise est un rouleau compresseur qui tue tous les peuples, ça personne ne... Mais l'État aussi, on le voit, est une cheville ouvrière. Enfin, c'est même spectaculaire de la disparition du peuple historique. Mais pour moi, parce qu'il ne faut pas confondre la structure et les gens qui la dirigent et qui l'habitent à un moment donné. Pour moi, la crise de l'État, c'est avant tout une crise du personnel politique. C'est-à-dire que c'est la métaphore que j'utilise dans mon article, c'est-à-dire que c'est le train des rails. C'est pas parce que la machine est obsolète, enfin la locomotive est obsolète, c'est parce que on n'a plus que les gens qui sont censés le diriger sont désormais incapables de le faire. Donc vous pensez que l'État est une sorte d'outil dont sont saisis des gens mal intentionnés? Voilà, exactement. Et vous ne pensez pas que l'État, comme le disent les libertariens, a finalement sa propre
inertie, sa propre logique qui s'impose, quels que soient les dirigeants qui occupent les postes. Partiellement, sans doute, mais je ne vois pas de contre-modèle satisfaisant. Je suis tout à fait en perfection de celui-ci, mais je pense qu'ils peuvent être très largement corrigés par une simple volonté politique et qu'il n'y a pas besoin de casser le jouet il faut juste remplacer le personnel politique par des gens qui ont le souci de l'intérêt général et du bien commun. Et pour moi, le drame, c'est ça, c'est la perte de l'intérêt général et du bien commun du personnel politique qui aujourd'hui ne sert que ses ambitions personnelles et de carrière. Gabrielle Fouquet. C'est certes vrai du personnel politique, mais on observe quand même un individualisme forcené dans la société en général. Donc est-ce que cette société, même à un niveau de gens qui ne sont pas forcément préparés à la politique, serait finalement capable aujourd'hui encore de produire des gens, à part à la marge, intéressés par le bien commun? Oui, Vous des pensez élites, qu'on en est des encore élites capable? désintéressées. Alors déjà, les élites, elles ont toujours été à la marge. Donc j'espère que c'est encore possible. Et je vais même dire quelque chose qui va sans doute choquer certains auditeurs de Radio Courtoisie. Je pense que les institutions du genre l'ENA ont produit pendant longtemps des gens qui avaient un certain nombre de défauts, mais qui avaient quand même un sens du service public et du service commun. Et qu'en cassant ces derniers vestiges, entre guillemets, on a cru bien faire, mais on a quand même éliminé une structure, à mon avis, une typologie de gens qui étaient ce qu'on appelait des serviteurs de l'État. Qui se servent maintenant, qui se servent plus qu'ils ne avant servent. de servir. Mais oui, mais... Gabriel Pignès. Moi, je partage très largement une partie du discours libertarien. Alors, absolument pas pour tout casser ou pour supprimer un État comme ça qui garantirait le bien commun, mais moi, j'observe des expériences que j'ai pu vivre moi-même par rapport à l'État, par rapport à l'éducation nationale, par rapport à l'administration, en fait, notamment des universités publiques, des dossiers auxquels j'ai pu m'intéresser par moi-même. Et je comprends qu'on veuille parfois faire tout péter, parce que vous avez des administrations obèses, mal fichues, qui semblent irréformables, avec des gens qui n'ont pas les mentalités assez souples, les mentalités assez pratiques pour servir réellement ceux qui sont en ligne de front, c'est-à-dire en l'occurrence par exemple les professeurs, les chercheurs, les enseignants dans une espèce de machinerie, oui, c'est une machinerie qui vous écrase, qui a sa logique propre, qui a ses intérêts propres et qui semble parfois en France, je trouve, complètement coupé de l'intérêt général le plus concret, c'est-à-dire ceux qui font vraiment tourner l'économie. Et ce ne sont pas ces gens-là. Donc moi, je peux tout à fait comprendre, c'est pareil avec tout ce qui peut relever de la culture ou du service public médiatique, France Télévisions, qu'on veuille faire tout péter parce qu'on a des gens qui ne sont là pour toujours, qu'on ne peut pas virer, et qui mènent leur propre agenda idéologique, ou qui mènent un agenda qui ne sert pas à l'intérêt le plus concret de ceux qui sont censés servir. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour casser comme ça des administrations obèses? Une solution peut-être de... Cette grande bourgeoisie de gauche, de cette gauche morale qui a un pouvoir fort dans cet État, on en parlait au tout début d'émission, elle serait grand remplacée par un personnel politique qui a le souci du bien commun, de l'avenir, du désintéressement. L'État vous semblerait un bon outil, une bonne machine, ou même là, on est face à un mur? Pourquoi pas, mais comment est-ce qu'on fait pour les remplacer? Est-ce qu'on peut vraiment... C'est une question centrale actuellement dans l'administration américaine et qui taraude les conservateurs. C'est une des questions centrales de ceux qu'on appelle les post-libéraux, et notamment de groupes d'intellectuels qu'on trouve autour de J.D. Vance, Patrick Deneen, Rod Dreher, qui pensent justement ce qu'ils appellent l'aristopopulisme, c'est-à-dire non pas un populisme qui viserait à dégager les élites, mais un populisme qui viserait à les remplacer par des gens qui précisément ont le souci du bien commun. C'est vraiment le terme qui est employé. Mais comment on se fait concrètement sur le plan institutionnel? Est-ce qu'il faut tout casser pour reconstruire après? Par exemple, ce sont des questions que vous vous êtes posées dans Éléments, c'est-à-dire... Ah oui, bien sûr, il y a toutes les tendances en effet de critique de l'État sont évoquées dans le dossier. Après,
je pense que la conclusion est quand même que l'État reste utile à condition en effet de réformes qui peuvent paraître aujourd'hui peut-être inatteignables, mais je rappellerai quand même que si on prend d'un point de vue idéologique, la gauche a réussi à le faire. La gauche a réussi à phagocyter complètement. Donc pourquoi une révolution inverse ne serait pas possible? L'université française... L'État, justement, il est né avec un logiciel de droite ou de gauche? Si on devait catégoriser la naissance de l'État, on est capable de tracer sa création sur la monarchie. Pour moi, ça dépasse mes compétences. Que tous les États ne sont pas forcément centralisés. Enfin, je ne sais pas si Gabrielle Pignès, vous sauriez dire si l'État est de gauche ou de droite? Ou est-ce que c'est réellement et fondamentalement un outil dont tout le monde peut se saisir? C'est une très très bonne question. Je pense que ça dépend vraiment des traditions politiques. Si vous regardez aux États-Unis, la droite souhaite toujours déconstruire le plus possible l'État fédéral qu'elle va jusqu'à considérer parfois comme un ennemi, parce qu'il serait vendu à la gauche et qu'il se ferait dans une critique qui rejoint la critique du jacobinisme parmi nous. Il se ferait le relais d'une ingénierie sociale qui transformerait par le haut la société. A contrario, on peut tout à fait observer qu'en France, par exemple, la droite, qui est largement héritière des idées de l'Ancien Régime, mais aussi de l'Empire et du Second Empire de Napoléon III, dans les grandes traditions qu'avait exhumé René Rébon, même si c'est un petit peu daté, ça garde quand même une certaine vérité, reconnaît une certaine importance de l'État, d'un État fort, un État stratège. C'est toute la tradition gaulienne aussi qui reprend notamment cette filiation. Et on n'a pas du tout, je pense, la même vision. C'est même quand on regarde, quand on s'intéresse à l'Antiquité, il y a une réception différente de Athènes et de Rome, selon les pays, selon les traditions politiques. Et finalement, c'est aussi des formes d'État totalement différentes qui sont valorisées. Dossier à retrouver dans la revue Éléments, et je cède la parole à Gabrielle Fouquet qui sort une fois de plus sa petite boussole artistique de sa poche. Gabrielle, nous vous écoutons. J'aurais pu vous parler des nouveaux déboires du Louvre, de la chute de Jack Lang et de l'idée saugrenue d'inscrire des barres d'immeubles aux monuments historiques. De laideur, finalement. Mais soyons de saison, parlons beau, parlons d'amour. De l'amour comme geste de beauté, ou peut-être est-ce l'inverse. Jusqu'au 26 février, le parc du Serbe Angelin Preljokac se joue à guichet fermé au Palais Garnier. Un ballet entré au répertoire en 1994, recréé par le même chorégraphe, avec de nouveaux danseurs, car, dit-il, ce sont les interprètes qui réactivent une œuvre. Le parc est un chef-d'œuvre complet, 3 actes, 1h24 de grâce, porté par la musique de Wolfgang Amadeus Mozart, ponctué de sons électroniques du compositeur serbe également, Goran Vejvoda. Une seule question. Qu'en est-il de l'amour aujourd'hui ? Pour y répondre, Preljokac puise dans la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles. Depuis la carte du tendre de Mademoiselle de Scudéry, aux liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, en passant par la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. 4 jardiniers décomposent l'amour dans un jardin à la française. Ils s'évitent, ils se cherchent dans un labyrinthe découpé au chalumeau, ils s'éprouvent, ils se rencontrent dans des bosquets cages. À mesure que l'amour vrai triomphe du désir, marivaudages en perruquet et jeux corsetés ses feuilles. 2 amoureux finissent en chemise dans le tableau final, celui du célèbre baiser volant. Vous venez d'entendre le Libre Journal du lundi soir, dirigé par Romain Petitjean, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 16 février 2026 de 19h30 à 21h, et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement
si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.